Vous m'écoutez? Vraiment? Pas en scrollant, pas en remplissant votre café. Vous m'écoutez? Bien. Parce que ce que je vais vous dire, c'est une confession. Et une confession, ça demande du silence de la part de celui qui écoute. Un vrai silence, pas celui du téléphone qui vibre à côté. Un silence comme celui qu'il y a juste avant que le commandant annonce que vous commencez votre descente. Je suis Henri Dubois, 78 ans, et pendant 35 ans, j'ai été capitaine chez Air France. Capitaine. Vous savez ce que ça veut dire en France? Ça ne veut pas dire un simple job. Ça veut dire que vous êtes au sommet, que vous portez l'uniforme bleu et or, avec les galons dorés sur l'épaulette, que vous contrôlez le destin de 300 personnes à chaque vol, que vous êtes respecté, que vous êtes invulnérable, ou du moins c'est ce qu'on croit. Et puis un jour, vous écoutez des avions passer au-dessus de votre HLM à Goussainville, à 3 kilomètres de Charles de Gaulle, à 3 kilomètres seulement. Et vous comprenez que l'exception française est une menace, pas une protection. Que la fierté peut tuer plus sûrement que n'importe quelle maladie. Restez avec moi. Parce qu'on ne comprend pas la chute si on n'a pas connu le sommet. Mon premier vol date de 1959, Orly. J'avais 23 ans. Diplômé de l'école supérieure de l'aéronautique avec les meilleures notes de ma promotion. Mon père était ingénieur, ma mère venait d'une bonne famille bordelaise. Tout était tracé pour moi. Excellence, prestige, distinction. C'est ce qu'on respirait à l'époque, en France. On nous disait que nous n'étions pas comme les autres, que les Français avaient quelque chose que les Britanniques, les Allemands, les Américains n'avaient pas. C'était notre destinée d'être au-dessus. Et moi j'y ai cru. Tellement cru. Les années 60, c'était l'âge d'or d'Air France. Pas seulement une compagnie aérienne, une institution, un symbole national. Les Caravelles d'abord, puis les 707, puis les Airbus A310. Paris-New York, Paris-Tokyo, Paris-Buenos Aires, des routes qui sonnaient comme des poèmes, des noms qui faisaient rêver les petits garçons. Et moi, j'étais aux commandes, littéralement aux commandes. Je pilotais le rêve français. L'appartement haussmannien au 8e arrondissement, rue Royale. 8 pièces avec des plafonds à 4 mètres de hauteur. Les murs de pierre de taille, les boiseries en acajou, la cheminée en marbre blanc de Carrare. La Seine qu'on voyait de la fenêtre. Les Champs-Élysées en bas. La lumière parisienne qui n'existe nulle part ailleurs. Ma femme Christiane en prenait soin avec une perfection silencieuse, presque religieuse. Elle savait son rôle. Elle le jouait bien. Femme de capitaine. C'est un rôle que les Françaises de la classe moyenne comprenaient. On ne questionnait pas. On endurait. Nicolas né en 62. Isabelle née en 65. Beaux enfants. Propre, discipliné, tout ce qu'il fallait pour un capitaine. Des enfants qu'on montrait à la réception d'Air France, des faire-valoir. Je ne les voyais pas beaucoup. C'est normal dans le milieu. On vole, on rentre tard, on repart tôt. On rentre à peine le jour du dimanche avant de reprendre le ciel. Mais je payais. C'est ce qu'on comprenait comme de l'amour à l'époque, donner de l'argent.
pourvoir, mettre la table, payer le loyer du prestige, pas être présent. Non, pas ça. Présent, c'est une autre chose. Vous pouvez être à côté de quelqu'un pendant des années et complètement absent. C'est peut-être le plus grand mensonge français, qu'on peut donner sans recevoir, qu'on peut aimer sans montrer up, qu'on peut être père sans vraiment être père. Le vin arrivait au repas du soir, un Bordeaux, un Bourgogne, parfois un Saint-Julien de très bonne année, 2 verres, 3 verres. C'était cultuel, c'était civilisé, c'était français. On parlait du cru, du terroir, de la robe du vin. On se donnait l'impression d'être cultivé en parlant de ces choses. Le vin, ce n'était pas une addiction, c'était la France dans un verre, la liberté française, la légèreté latine qu'on opposait à la rigidité anglo-saxonne. Voilà comment on le voyait. Et puis, l'habitude change graduellement. Elle murmure d'abord, elle chuchote, elle demande une autre verre, et puis elle exige, elle hurle à l'intérieur de vous, et on ne la remarque que trop tard, quand il n'y a plus de retour en arrière. Les années 80, tout allait magnifiquement bien, les routes s'allongeaient. Je rencontrais des ministres, des ambassadeurs, des industriels importants, et partout on buvait. Du cognac dans les loges première classe, du Hennessy XO entre pilotes avant le vol, du pastis dans les bars de banlieue, du vin blanc en terrasse, du calvados après le repas. C'était la vie, c'était qui on était. Un pilote français qui ne buvait pas était un pilote qui ne comprenait pas la France. Mais à la maison, Christiane ne souriait plus autant. Les sourires étaient moins fréquents, plus forcés. Les enfants parlaient moins au dîner. Il y avait des silences. Nicolas regardait son père rentrer tard, sentant l'alcool même 2 heures après qu'il ait quitté l'aéroport, les yeux rouges, les mouvements un peu trop lents. Et moi, je lui disais, « Tu comprends rien, tu travailles pas assez pour comprendre. » L'exception française, la responsabilité du commandement, ça laisse des traces, ça use l'âme. C'est ce que je me disais. Je le lui répétais presque comme une prière. En 1987, j'ai atteint mon apogée. Capitaine senior, direction de la flotte transatlantique. Et j'avais une routine sacrée. Le café du matin pour le moral, le cognac de midi pour le courage, le vin du soir pour l'oubli. Et quelquefois, entre les deux, un pastis dans un bistrot parisien. Ce n'était pas une vie d'alcoolique, c'était une vie de capitaine. Et c'est important cette différence, parce que l'un est une maladie, l'autre est une tradition. C'est en 1991 que j'ai découvert que la tradition était une prison. Je rentrais d'une route Buenos Aires, épuisé mais oublieux, ce frisson alcoolisé qui ressemblait à de l'euphorie. À Roissy, dans le couloir des pilotes, un commissaire m'a demandé un simple verre d'eau, et mon cœur s'est arrêté. Alcoolémie positive, bien sûr. J'ai essayé de dire que c'était un dernier cognac de la veille, mais il savait déjà. Les hôtesses rapportaient, les copilotes chuchotaient, les chefs d'équipage prenaient des notes. La DGAC ne plaisante pas, et ils avaient raison. 3 mois de suspension,
puis le jugement. Révocation définitive. Révocation de la licence de pilote. Révocation de ma vie. Et l'exception française, elle s'évapore en une seconde. Soudain, vous n'êtes pas un capitaine malade. Vous êtes juste un alcoolique. Point. Christiane a tenu encore 1 an. 1 an de silence qui était pire que n'importe quel cri. Et puis elle est partie. Divorce en 1993. Elle s'est installée chez sa sœur à Versailles. Et vous savez ce que j'ai pensé? J'ai pensé bon débarras. Parce que quand vous êtes alcoolique, chaque personne qui vous quitte devient un reproche vivant. Et il est plus facile de les haïr que de les aimer. Nicolas étudiait à Lyon, Isabelle à Bordeaux. Ils avaient 19 et 17 ans. Ils avaient leur propre vie à construire, et un père qui sentait la pourriture alcoolisée ne faisait partie d'aucun plan. Je les ai appelés plusieurs fois, des appels ivres, probablement incohérents, où je voulais qu'ils comprennent que ce n'était pas de ma faute, que j'avais été trop brillant, trop chargé, trop français. Mais les enfants, surtout à cet âge, ils comprennent seulement l'absence. Et moi, j'étais absent 1000 fois plus que quand j'étais capitaine. L'appartement rue Royale, j'ai dû le vendre en 1996. Les dettes, les créanciers. Mon cathédrale haussmienne transformée en bien immobilier. Pendant quelques années, j'ai déménagé souvent. Des petits appartements sordides, des hôtels où les propriétaires ne posaient pas de questions. Et puis, j'ai trouvé Goussainville, loyer modéré, pas de questions, et assez proche pour entendre les avions, 3 kilomètres de CDG, l'aéroport de ma vie, celui où j'ai volé pour la première fois, celui où j'ai dansé durant 3 décennies. Pourquoi Goussainville? Peut-être l'ultime humiliation, ou peut-être la seule punition que je pouvais me donner. La proximité insoutenable avec ce que j'ai perdu. Les 747 qui décollent, les Airbus 380 qui arrivent, les petits avions régionaux pour Bordeaux, Lyon, Marseille. Et moi, je les écoute, assis dans ce petit 2 pièces blanc cassé, les murs anonymes, la solitude concrète. Je peux même identifier les avions rien qu'au bruit du moteur maintenant. 35 ans, ça apprend. Ça apprend jusqu'à la fin. J'ai un objet, un verre. Cristal gravé avec le logo Air France, daté de 1991, le dernier jour avant la révocation. Je l'ai volé en réalité d'une réception aux Galeries Lafayette où il y avait un gala pour célébrer l'arrivée des nouveaux Airbus. Personne ne s'en est rendu compte. C'était facile. Rien n'était difficile à voler quand vous aviez l'uniforme d'un capitaine. L'uniforme ouvre toutes les portes. L'uniforme vous rend invisible en vous rendant trop visible. Je regarde ce verre tous les jours. Parfois je le tiens dans ma main. Je le mets à la lumière et je vois le logo Air France comme si c'était la première fois. C'est mon encre, c'est mon reliquaire. C'est la preuve que j'ai existé, que j'ai eu du prestige, que j'ai eu une place dans ce monde, et que tout ça a été donné à quelqu'un d'autre maintenant. Nicolas m'a écrit une lettre en 2003, une seule. Il disait qu'il avait accepté un poste à Lyon, qu'il était marié maintenant, qu'il avait une fille appelée Émilie.
Je n'ai pas le droit de la connaître. C'est clair entre les lignes. Puis il dit, « Papa, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas pardonner, et je ne peux pas non plus te haïr. » Et il signe, « Nicolas. Pas papa, reviens, juste Nicolas. » Isabelle, j'ai pas eu de lettre. Je pense qu'elle a un mari. Je pense qu'elle vit à Bordeaux. Bordeaux où elle buvait du vin fin de Pichon-Longueville durant ses dîners de famille, et où elle ne veut jamais voir son père qui en buvait du rouge de supermarché. C'est une géographie de la honte, Bordeaux pour moi. Il y a 2 ans, une jeune femme s'est présentée à ma porte, 27, 28 ans. Elle a dit qu'elle était ma petite fille, Émilie. Nicolas ne l'avait pas envoyée. Elle était venue toute seule. Elle voulait savoir si j'étais réel, pas la légende alcoolisée, juste moi. Nous avons parlé 1 heure. Elle m'a posé des questions sur mon travail de pilote, à propos des routes, à propos de Paris-Tokyo, et je lui ai répondu. J'ai essayé de ne pas parler de l'alcool, mais ça a glissé. On ne peut pas parler de sa vie sans parler de ce qui l'a détruite. On ne peut pas faire l'amnésie. Elle m'a dit avant de partir, « Grand-mère dit toujours que vous aviez du talent, que vous aviez écrit de belles choses au sujet du ciel. » Et puis elle a disparu. Je ne sais pas si elle reviendra. Je crois que c'était une visite de charité, un adieu sans bien sûr l'être. Les années 2000 jusqu'à maintenant, c'est devenu moins sur les événements et plus sur la répétition. Boire, dormir, entendre les avions, boire, dormir, entendre les avions. Parfois je vais à la gare de Goussainville, je prends un train pour Paris. Je descends à Saint-Lazare. Je vais dans un café du 8e arrondissement et je reste assis pendant 2-3 heures en buvant du vin. Je regarde les gens qui passent, les femmes qui ressemblent à Christiane, les hommes qui ressemblent au capitaine que je connaissais, et je pense, ils ne savent pas qui je suis, ils ne savent pas que j'ai volé des avions, que j'ai traversé le monde, que j'ai dormi dans des hôtels que jamais ils n'entreront. Je suis juste un vieillard alcoolique qui stare les vitrines avec un regard blessé. Vers 70 ans, j'ai eu une cirrhose menacée. Le médecin de Goussainville a dit qu'il fallait arrêter. J'ai arrêté pendant 4 mois. Four-moi de sevrage pire que toutes les années ivres combinées. Parce que le sevrage, c'est affronter la réalité. Et la réalité, c'est que j'ai gâché ma vie, que je suis seul, que mon fils ne m'aimera jamais, que mon pays que j'aimais tant, qui m'a donné son uniforme bleu et or, m'a jeté comme une chaussette déchirée. Et que l'exception française, l'orgueil français, ça ne sauve personne, ça tue les gens lentement, en les convainquant que leur chute est une chute de génie. Après 4 mois de sobriété, j'ai acheté une bouteille de pastis, et j'ai compris que j'avais perdu le combat. Ce qui me sauve maintenant? Rien, vraiment rien. Les groupes de soutien? Non, je n'y vais pas. La spiritualité? Je n'y crois pas. L'amour? J'ai perdu ce droit. La rédemption? C'est pour les gens qui croient qu'ils méritent une seconde chance. C'est peut-être pourquoi je suis ici, en train de vous parler. Parce que si je peux raconter ma histoire, ça veut dire que je ne suis pas complètement transparent, que j'existe encore, que ma vie, même dévastée,
compte pour quelque chose, même si c'est juste pour servir de mise en garde. Les avions passent continuellement, tellement proches de CDG que je peux presque voir les fenêtres des aéronefs, et je pense, dedans, il y a des capitaines qui contrôlent des destins, qui sont respectés, qui rentrent chez eux et font semblant que tout va bien. Et peut-être que certains d'entre eux boivent aussi. Peut-être que certains se noient lentement comme moi. Peut-être que l'exception française continue à tuer les gens qui la croient. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 78 ans et je suis à Goussainville à écouter les machines voler vers les endroits que j'ai visités une fois. Et c'est tout. C'est qui je suis maintenant. Un homme qui a eu du prestige et qui a choisi une bouteille. Un capitaine qui a perdu ses enfants avant de perdre sa licence. Un Français qui a cru à l'exception jusqu'à ce qu'elle le consume. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, abonnez-vous, parce que personne ne devrait traverser cela seul. Et parfois, juste parler suffit, pas pour être sauvé, mais pour être entendu.